Salut tout le monde, c'est Starter, déjà de retour pour un nouveau débriefing consacré à la F1. Après le Portugal, on prend la direction de Barcelone et sa banlieue pour le Grand Prix d'Espagne. Un tracé de 4 km 675 connu des équipes, et de plus, dans sa nouvelle configuration avec le virage 10. Un Grand Prix qui servira de référence pour les équipes. Pourquoi je dis ça ? Les essais privés ont toujours eu lieu à Barcelone ces dernières années, exception pour cette année où c'était à Bahreïn. D'où le fait que j'évoque la première visite de l'année pour la Formule 1, qui va devoir reprendre certaines données déjà connues avec la mise à jour du virage 10. Parce que de 1991 à 2003, le virage de la KXA était une grande courbe pour monter sur Sabadell. Je suis désolé, j'ai écorché le nom du virage. Alors donc c'est fini cette petite ligne droite, et en plus, la distance du circuit se rallonge. Bon, ils ont gagné 20 mètres, on voit pas la différence. Mais par pitié, virez-nous cette chicane du virage 14. Elle est nulle, on se traîne en première, et surtout, elle ne sert à rien. Revenez à la configuration d'avant 2007. Et depuis qu'on a cette chicane, on a plus de gêne que de dépassement. Alors aux essais, on a fait avoir Bottas embouter notre voiture. Enfin bon, c'est pas une vidéo de ce genre qui fera bouger les choses. De toute façon, on va quand même évoquer cette partie du circuit dans les qualifications, vous verrez. Et d'ailleurs, cela fait maintenant 30 ans que la Formule 1 est à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Et en 30 ans, il y a de beaux souvenirs. Le duel Senna-Mansell, la première victoire de Schumacher avec Ferrari, Maldonado avec Williams, Verstappen chez Red Bull, qui fête son Grand Prix à l'occasion ce week-end. L'accrochage Hamilton-Rosberg en 2016, vous vous en souvenez, on peut pas l'oublier. L'Espagne 2001, l'abandon de Mika Häkkinen alors qu'il a la course gagnée dans le dernier tour. Il n'y a que de grands souvenirs pour un circuit qui propose la plupart du temps des courses ennuyeuses. Et ouais, Barcelone fait partie des courses que l'on peut louper sans problème, comme Sochi ou Abu Dhabi entre autres. Ce qui est dommage parce que le circuit est pourtant technique, il y a des bonnes portions, c'est un peu dommage. Enfin bon, malgré tout la course a été intéressante ce week-end et on va commencer à en parler tout de suite avec les qualifications. On y va. Les qualifications étaient animées et surtout, elles sont historiques. Et oui, voyez les résultats du samedi avec la 100e pole position pour Lewis Hamilton qui devance Max Verstappen pour 36 millième. Suivant ensuite Valtteri Bottas et Charles Leclerc 3e et 4e. 5e c'est Esteban Ocon devant Carlos Sainz. Suivant ensuite Daniel Ricciardo et Sergio Perez, Lando Norris et Fernando Alonso pour le top 10. Dans la deuxième partie du tableau, avec Lance Stroll devant Pierre Gasly et Sébastien Vettel, Antonio Giovinazzi devant George Russell de nouveau en Q2. Suivant ensuite Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Nikita Mazepin. Mazepin qui s'est encore fait remarquer cette fois-ci pour avoir gêné Norris en Q1. Avec ce fameux virage 14, la chicane et tout ça. Et ouais, le Britannique de McLaren était sur son tour chrono quand il a croisé la Haas du pilote russe. Et je vais essayer de défendre Mazepin sur le coup. Profiter, c'est pas tous les jours que quelqu'un le fait, hein. Parce que, à sa décharge, c'est vraiment le bordel dans cette portion du circuit au moment. Les retardataires se mettant sur le bas-côté pour ne pas gêner les autres pilotes. On a même vu Aston Martin reprendre l'ancien tracé. Alors, Mazepin, donc, il a essayé de se garer, au sens large que figuré, hein. Mais il l'a fait de la mauvaise manière. Il roulait tellement au ralenti que même les autres pilotes, aussi retardataires, l'ont doublé. Il a complètement oublié de ce qui se passait autour de lui. Il s'est lancé dans son tour chrono sans voir ses rétroviseurs. Bon, après, je me demande s'il était prévenu à la radio par son équipe pour les pilotes qui arrivaient derrière lui et de la situation. Mais dans son ensemble, ouais, c'est gênant. Le russe c'est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et encore, vous voyez, là je parle de Norris. Si je devais évoquer les autres pilotes que Mazepin a gênés, on en aurait pour des heures. D'ailleurs, je peux vous dire que
qu'on est nombreux à s'inquiéter de son comportement en piste le temps du samedi. Et de plus, là les prochains Grands Prix qui arrivent, c'est Monaco et Bakou. Oui, deux Grands Prix en ville. Alors, imaginez déjà Monaco où le trois quarts du circuit est dans des courbes à l'aveugle et sinueux, que ce soit la montée de Sainte-Dévote, le tunnel, tout ça. Et Bakou, je vous en parle même pas. Ça va être compliqué la Q1 à ce moment-là. Enfin, on va espérer qu'il n'y ait pas de catastrophe sur ces courses. Nous ne serons pas trop pessimistes. Mais on est inquiet. On a aussi vu Sergio Pérez partir en tête à queue pendant la Q3. Le Mexicain, en plus, gêné par un problème d'épaule. Bon, il a pu s'en sortir. Mais bon, voilà, il s'est battu avec sa voiture. Il a même dû prendre un peu les setups de Verstappen pour essayer de suivre ce week-end. Par contre, son tête à queue, les idiots. Rester et freiner sur le vibreur. Qu'il a jamais fait sur un simulateur. Bon, c'était sans trop de conséquences pour lui, mais bon, ça pourrait un peu lui coûter cher par la suite. Mais bon. Il y a aussi la bonne performance d'Esteban Ocon avec son Alpine. Il avait signé le meilleur temps provisoire de la Q3. Une super qualification pour le Normand sa voiture. Génial. Et puis, il faut en parler. Quand je vous disais que c'était historique cette séance. La 100e pole position de Lewis Hamilton. Qui, un jour, aurait pensé que de tels records seraient tombés. Et surtout, atteindre ce niveau. Et ça ne va pas s'arrêter là, attention. Ça démontre le niveau d'exigence que demandent Hamilton et Mercedes depuis leur collaboration en 2013 et leur domination depuis 2014. On peut toujours continuer à s'en plaindre. Mais quel niveau de performance pour chaque course, que ce soit le samedi et le dimanche. C'est juste exceptionnel. Et si vous tenez comme discours aujourd'hui que Hamilton est sous-coté, dites-vous que dans quelques années, vous retournerez de votre veste. Sans pole position, imaginez. Depuis la première au Grand Prix du Canada 2007 avec McLaren. D'ailleurs, je me suis amusé à voir les poleman entre le Canada 2007 et le Grand Prix d'Espagne de ce week-end. Il y a eu 20 poleman différents entre ces courses. Sur les 101 pilotes poleman depuis le même 150, on en a eu un différent, avec des pilotes qui en ont déjà eu avant. Et pour vous dire, le nombre de poleman... vous comprendrez ce que je veux dire. Non, c'est pas grave. Enfin, 20 poleman différents entre le Canada 2007 et le Grand Prix d'Espagne. L'exigence du samedi pour les pilotes n'a été jamais autant relevée depuis l'époque de Ayrton Senna. D'ailleurs, je sais que Auto Hebdo a fait ce livre sur Ayrton Senna en l'appelant le chasseur de pôle, comme il prenait en compte le samedi. Si vous avez la chance de le retrouver sur le site d'Auto Hebdo, je ne sais pas n'importe quel autre moyen, trouvez ce livre et lisez-le. Il est vraiment exceptionnel. Il vous explique vraiment comment celui qui a détenu ce record pendant un moment avant d'être rattrapé par Michael Schumacher, vous comprendrez pourquoi il prenait vraiment en compte l'importance du samedi. Et pourquoi Lewis Hamilton, on n'est pas loin dans l'idée et la philosophie. Et, je vous parlais des 20 poleman différents, on en a eu 13 nouveaux. Si on compte Lewis Hamilton jusqu'à Lance Stroll, 13 nouveaux poleman différents depuis le Grand Prix de Canada 2007. Juste pour l'évoquer. Voici donc la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne avec Nikita Mazepin qui partira depuis Madrid. On se retrouve juste après. Pour le départ de la course, tout le monde est en soft. Sauf Kimi. Ouais. Et bon sang. Comment Verstappen a garé Hamilton au premier virage? Il a mis à l'amende avec force et respect. Ouais, tout ça en lui disant simplement « Bon, t'es gentil Lewis, mais tu ne m'impressionnes pas avec tes 100 pôles.
Moi, j'ai 100 grands prix avec Red Bull, hein. Et sincèrement, c'est pas une course des plus classiques qui nous attendait. Ah non, c'était une course à stratégie qui va entrer en action. Alors Hamilton n'est même pas décroché face à Red Bull. Bien au contraire, il est toujours dans la seconde. Enfin, plus ou moins. Et même avant la safety car, il est toujours collé dans les échappements de Verstappen. On attend juste le moment où il va le dépasser sur la piste. Et c'est long. C'est long. C'est une longue attente. De toute façon, on avait prévenu, hein, on est à Barcelone. C'est bien simple, il ne va pas y arriver. Surtout que la plupart du temps, on voit que le pilote anglais est en glisse à la sortie du dernier virage. Ça s'ouvre comme c'est pas permis. Et on peut déjà se dire que la course, ça y est, elle est finie, que Verstappen et Red Bull vont s'imposer. Merci, au revoir. Non, vous barrez pas, c'est pas fini. Parce que quand je vous dis que c'est une course à stratégie, c'est à savoir qui va s'arrêter en premier et prendra vraiment l'avantage sur l'autre. Bah oui. Que tout se décide dans les stands, ça c'est un paramètre que l'on a tendance à vouloir oublier. De gré ou naturellement. C'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Mais, vous savez, de temps en temps, ça change. Et donc, pour les arrêts au stand, c'est Verstappen qui va s'y coller en premier. Et il n'y a pas les pneus. Ils sont pas rangés dans le fond du garage. Ils sont pas loin. Mais c'est le genre d'arrêt qui est déjà vu chez Red Bull. Ce genre d'arrêt qui peut faire perdre une course. Vous avez qu'à demander à Daniel Ricciardo à Monaco en 2016. Il est encore sec, hein. Alors, presque tout à refaire pour notre néerlandais. Parce que lui, Hamilton, il continue. Il continue à rouler. Mes pneus vont bien. Ok. De toute façon, l'anglais va s'arrêter un peu plus tard. Et nos deux prétendants pour la victoire reprennent leur position d'avant. Verstappen leader, Hamilton derrière. Une nouvelle course d'attente. Et puis surprise, Hamilton replonge en stand. On change de plan chez Mercedes. Le deuxième relais est largement raccourci par rapport au premier et même à celui du départ. En plus, on chose sur la voiture de l'anglais une gomme déjà rodée. On se demande même si le pilote anglais sera capable de mettre en action cette stratégie de son équipe. Ah oui, parce que non seulement il repart très loin de Verstappen, mais il repart troisième, derrière son coéquipier. Alors si Pirelli prévoyait vraiment un seul arrêt comme stratégie principale pour la course, on va remarquer qu'un deuxième arrêt sera plus bénéfique pour signer un très bon résultat. Et d'ailleurs, de ce côté-là, Pirelli s'en félicite. Ils se sont dit, ça c'est génial. On ne demandait pas tant. De toute façon, quand on a vu la stratégie d'Hamilton, il n'a pas fait semblant pour remonter. Il a vraiment attaqué. Il a repris les 15 secondes qui le séparaient de lui et de Verstappen. Même pour aller doubler son coéquipier, il y est allé. En plus, Mercedes a été poli avec Bottas. Ils lui ont expliqué que Hamilton revenait comme un fou et qu'il ne faisait pas la même course sur lui. Ouais, ce que je veux dire, stratégie, garde-toi, on a notre pote qui arrive. Vous croyez vraiment que le Finlandais s'est garé pour autant? Bottas aura beau avoir expliqué que lui aussi il faisait sa course, mais je peux vous dire que ça va encore faire des remous cette histoire. On en reparlera après dans le bilan des équipes, mais je peux vous dire que certains ont été surpris de voir que le Finlandais ne s'est pas garé. On verra après de toute façon. Et notre Verstappen est toujours leader, mais il est en souffrance avec ses pneus. Et Hamilton, je vous le dis depuis tout à l'heure, il revient le couteau entre les dents. Et il prendra l'avantage sur le pilote Red Bull et il ne lâchera plus la tête. Fucking DRS. Cela donne une 98e victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, du déjà vu. Charles Leclerc 4e devant Sergio Perez et Daniel Ricciardo. Carlos Sainz finit devant Lando Norris. Et les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly complètent le top 10. Et pour le meilleur tour, il est accrédité au nom de Max Verstappen. Finalement, c'était une course stratégique que nous avons eue. Encore bien maîtrisée par Mercedes qui a su lire entre les lignes. C'est du perfect, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette course suivie un peu en différé, en décalé, tout ça.
Mais j'ai noté un truc, vous l'avez peut-être vu aussi si vous avez pu suivre la course. Pour la première fois, on a pu avoir un échange radio entre la FIA et une équipe de course. Exactement. Toto Wolff qui demande à Michael Masi, le retardataire, la chicane mobile, tu peux lui demander de se garer parce que nous on veut gagner un grand prix. C'est vraiment la première fois que la FOM diffuse un tel échange. Et je trouve que c'est une bonne idée d'être plus transparent sur ce genre de communication radio. Ça permet d'avoir une autre vision de la gestion de la course pour les équipes et de la FIA. Et je pense même que la FOM pourrait, avec un peu de recul quand même, parce que de toute façon c'est la Formule 1, pourrait s'inspirer de ce que l'on peut avoir en championnat du monde d'endurance avec Eduardo Freitas, directeur de course FIA WEC, qui parle tout le temps, à chaque fois qu'il y a un lancement de course, à full course yellow, safety car, quand il y a les pénalités, ça peut être pas mal. Mais avec du recul quand même. Comme je vous dis, c'est la Formule 1, ça peut être mal vu. Je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, qui a été bien repiquée à d'autres, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On a parlé de la course, il est temps de passer au bilan des équipes, et ça va aller vite. Que dire pour Mercedes qui nous a fait une masterclass avec Lewis Hamilton pour samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter en plus, à part de la critique? C'est vrai que l'Anglais a vraiment signé une victoire maîtrisée tout en observant son adversaire principal comme il a pu l'expliquer en fin de course. J'ai plus compris Verstappen en restant collé à son cul qu'autre chose. Et ben tant mieux. Tant mieux pour lui. Contrairement à Valtteri Bottas qui n'était pas dans le coup. Et en plus, au départ il s'est fait déposer par Leclerc. Limite, il a dû lever le pied pour laisser passer la Ferrari. D'ailleurs, ça m'a rappelé ce dépassement d'Alonso qui, pareil, au Grand Prix d'Espagne, est de mémoire inspiré de regretter Jules Le Bianchi qu'il avait fait la même manière en GP2. Alonso s'en était inspiré à l'époque, et là, on a vraiment retrouvé la même manip, les mêmes positions, limite les mêmes voitures. C'était une... Leclerc, je vais en parler après, mais Bottas, je sais pas, il n'était pas dans le coup. Et surtout, la consigne, sans la dire, il a vraiment bloqué Hamilton. Bon, je vais pas critiquer, je sais que Bottas s'en prend pas la tronche et que quand il fait un truc, on est toujours sur son dos. Mais voilà, tout ce qu'il a pu faire en course, je pense que ça va encore lui revenir sur la tronche sans rien lui demander. C'est un peu dommage parce que je pense que Bottas, déjà, il peut être un très bon coéquipier qui peut faire aussi le jeu de l'équipe. Et que même si on dit que voilà, il n'est pas très bon, faut qu'il arrive quand même à relever son niveau de jeu. Puis même s'il faisait sa course, voilà, on va dire que chez Mercedes, il y a plus important. Après, je sais que psychologiquement, c'est très dur. Il y a des moments, faut faire des concessions. Faut ravaler sa fierté. Et puis voilà, c'est... Puis surtout les doses du cul, Valtteri. Alors Red Bull est toujours dans le coup face au Mercedes. Si ce n'est qu'il n'y a qu'un pilote qui arrive à suivre. Et franchement, Red Bull doit aussi bosser sur les stratégies parce que se faire avoir comme des bleus comme ça, et dans les arrêts au stand, Bon, Max Verstappen a vraiment assuré en course et il a montré les muscles face à un Hamilton plus puissant que jamais. Oh que si, Verstappen a montré que cette saison ne sera pas une sinécure pour le pilote anglais. Oh que non. Et c'est vrai qu'on peut vraiment compter sur le néerlandais parce que ça sent quand même une très longue saison. Ça va être une superbe bataille sur l'année. Bon voilà, ils sont fait avoir, ils terminent encore deuxième, mais c'est pas peine perdue pour le néerlandais. Contrairement à son coéquipier, bon, je vais pas dire que Sergio Perez n'est pas dans le coup non plus. Déjà, le samedi, bon, il fait une erreur, il est handicapé par un problème d'épaule. Il reprend les réglages de Verstappen. Voilà, il faut que Perez arrive à être dans le coup. Ça demande encore du temps, quand vous avez une équipe concentrée sur un seul garage. Et surtout quand vous avez des patrons qui commencent à vous mettre tout doucement la pression.
Et pourtant, Perez est quand même le bon choix pour Red Bull. Et je peux vous dire, le jour où il va comprendre la voiture, quand il va comprendre comment elle va fonctionner, là, Red Bull pourra dire, on a fait le bon choix. Par contre, en échange, faudrait que Red Bull ils aident quand même Perez. Parce que c'est bien d'avoir un pilote qui peut être champion du monde, mais il y a deux voitures dans le garage. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Je n'ai pas grand chose à dire sur McLaren. On va dire que c'est l'équipe de Mansfield sur laquelle j'étais le moins concentré de ce week-end. Mais j'ai quand même retenu quelque chose. Hein. Bon, déjà, on a Daniel Ricciardo qui a réussi une excellente course et qui termine devant Norris pour la première fois de l'année. Hein. Bon, je vais pas m'amuser à compter, mais voilà. Bon, c'est vrai que Lando Norris était un peu en difficulté ce week-end. Pas une très bonne stratégie, une course compliquée face au Ferrari, et d'ailleurs, il est prêt à refaire mieux la prochaine fois, et surtout se battre face au Ferrari qui commence à revenir au cul des McLaren. Tiens, d'ailleurs, Ferrari, on va parler maintenant. On voit le générique pour voir. La Scuderia est vraiment en train de se rapprocher de McLaren, j'ai dû le dire, et ça peut être une belle lutte entre ces deux équipes, comme à la bonne époque. Il y a deux équipes en plus devant, mais bon, ça. Alors Charles Leclerc est encore au pied du podium, mais je trouve qu'il a quand même fait une excellente course. Hein, comme je vous le disais, le dépassement sur Bottas, ça c'était vraiment la plus belle des manœuvres qu'il ait faites de ce week-end. Respect. Franchement, ça c'est une bonne nouvelle de voir que Leclerc et que Carlos Sainz arrivent à faire en sorte que la Scuderia remonte. C'est encore un très bon résultat pour eux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus. On passe à la suite. Et quand ça va pas, il faut le dire. Bon, alors vous me direz, oui, c'est un peu facile de. Parce que c'est Alpine, voilà. Pourtant, l'équipe française avait réussi une belle qualification avec Esteban Ocon, qui partait quand même 5ème sur la grille. Et franchement, le Normand pouvait réussir une superbe course sur le circuit de référence qui est Barcelone. Mais depuis tout à l'heure, j'évoque une course à stratégie, tout ça. C'est ce qui a pêché pour Ocon qui était totalement en souffrance. Et même Alonso a manqué de réussite. Pareil, une stratégie qui n'était pas au point, contrairement à Portimao. Et aussi, je pense, peut-être une vitesse de pointe légèrement en retrait pour le pilote espagnol. Et vous voyez, je vous dis que c'est vraiment un circuit référence Barcelone, mais ça montre aussi la force et la faiblesse de l'équipe. J'ai l'impression que c'est du déjà vu, c'est la synergie Renault en continu, quoi. C'est un peu dommage parce que je pense que Alpine, oui, aurait pu signer un très bon résultat, avec une meilleure stratégie, bien sûr, je me répète. Mais attention, ça peut faire mal par la suite. AlphaTauri est vraiment dans le dur depuis le retour en Europe, hein, on va pas se mentir. Mais c'est malgré des résultats ramenés par Pierre Gasly, qui sont pas énormes par rapport à l'année dernière, mais et voilà. Le Français, qui s'est pris 5 secondes de pénalité parce qu'il était mal placé sur la grille, a quand même pu réussir à remonter un peu au classement et s'est battu face aux Aston Martin dans Alpine. Mais voilà, il n'était pas dans un excellent week-end à Barcelone. Et puis pour Tsunoda, lui c'est encore plus compliqué. Là, il est carrément dans le dur. Qualification loupée. Il accuse, sans le vouloir, son équipe. Problème mécanique, abandon en course. Oui, je sais, c'est un peu dur pour Tsunoda. Il y en a qui vont dire, mais tu sais, Bahreïn a fait une excellente course, tout ça. Pour rappel, il est rookie. Et l'apprentissage, il est dur. Donc, je ne vais pas juger Tsunoda sur cette course-là. Il apprend, tout simplement. On fera les comptes à la fin. Point. Quoi? Vous aussi, vous êtes inquiet pour Aston Martin? Ah bah il faut dire que l'équipe de Silverstone n'a pas connu un excellent week-end en Espagne. Limite un vrai copier-coller du Portugal. Et vous voyez, je pense que ce genre de résultat, c'est-à-dire le zéro pointé, ça pourrait devenir une habitude. Bon, je ne vais pas dire que Stroll et Vettel n'ont pas mérité en course. Ils sont battus quand même. Mais on sent que leur voiture n'est pas au niveau attendu. Et sans critiquer les pilotes, bien sûr.
J'ai l'impression que le choix de s'être séparé de Pérez n'était pas le bon. Je suis sûr qu'il aurait mieux compris la monoplace. Et je suis sûr qu'il aurait pu aussi signer d'excellents résultats pour Aston. Là, pour l'instant, je sais, c'est le début de saison, mais Aston... Boum. Il y a un peu mieux chez Alfa Romeo. Il y a un peu. Même s'il décrochait au moins un seul point, peut tenir des miracles. Ou d'une course chaotique. Raikkonen a pu faire une meilleure course par rapport à celle du Portugal. Tandis que Giovinazzi, ben, le pauvre, il a pas été verni avec son arrêt au stand qui a duré une éternité. 30 secondes quand même. Mais bon, quand même, je voudrais tirer mon chapeau, du moins ma casquette, au mécanicien qui a eu le réflexe d'interrompre l'arrêt de Giovinazzi. Ah oui, parce que quand il a vu que le pneu était complètement vide de son air, vous imaginez pas s'il était reparti comme ça, Giovinazzi. Heureusement, ça a été l'un des meilleurs réflexes qu'on a pu voir en course. Alors bon, le truc tout con pour Giovinazzi, pendant la préparation des pneus sur leur rack, qui est leur support de transport, bah, il se passe que le pneu en question a été endommagé, hein, il s'est fait accrocher, puis bah, la valve... pshhh. Et voilà, merci d'être venu, allez, hop là, et on rechange. C'est des choses qui peuvent arriver, parce qu'il y a tout qui peut arriver en sport auto, et vraiment tout. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur Williams, si ce n'est que le classement en course est légèrement mieux. On va dire que Russell et Latifi ont regrappé un peu dans le classement, mais c'est pas encore ça, de toute façon. Et puis en plus, sachant que le vent était au rendez-vous et que la voiture n'aime pas ça, As, rien. Oui, depuis le début de l'année, je me dis celle-là, je vais la faire, mais je pensais pas la faire là au Portugal. Ah ouais. Ça, c'était pour le bilan des équipes. On passe tout de suite au classement. Le classement des pilotes, Lewis Hamilton, toujours leader avec 94 points devant Max Verstappen qui en compte 80. Valtteri Bottas remonte à la 3ème place avec 47 points contre Lando Norris qui en a 41. Séparé d'un seul point face à Charles Leclerc qui en compte 40. Sergio Perez 6ème avec 32 points devant Daniel Ricciardo qui en compte 24. Carlos Sainz 20 points devant Esteban Ocon qui en compte 10. Dans la deuxième partie du tableau, Stroll et Alonso 11ème et 12ème avec 5 points devant Tsunoda qui en compte 2. Et on retrouve toujours la même pilote à 0 points, c'est-à-dire Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Latifi, Mazepin. Du côté des constructeurs, Mercedes commence à s'envoler avec 141 points devant Red Bull qui en a 112. Ça se rapproche entre McLaren et Ferrari séparés de 5 points pour la 3ème et 4ème place, tout comme Alpine et AlphaTauri séparés de 5 points pour la 5ème et 6ème place, tout comme Aston Martin séparés de 5 points avec AlphaTauri pour la 7ème place. Derrière on retrouve toujours Alfa Romeo, Williams et As à 0. Et c'est dessus que la vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis sur cette course, cette victoire, les 100 pôles d'Hamilton. Faites-vous plaisir. Surtout le débrief. Starter, ça à retrouver sur les réseaux, YouTube, Twitter, tout ça. Venez vous abonner, venez rejoindre la communauté. Le prochain débriefing, c'est dans 15 jours, voire un peu plus pour le Grand Prix de Monaco. Et j'espère d'ici là vous retrouver pour notre vidéo. Mais ça dépend de moi. Merci à vous, bravo et à bientôt.